Bienvenue dans cette formation gratuite où je vais vous présenter ChatGPT et l'utilisation qu'on peut en avoir avec Excel. Je suis Célestin, formateur Excel chez Morpheus Formation, et je vais dans cette vidéo vous parler de l'intelligence artificielle. Avant de commencer, 3 choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Nous publions régulièrement du contenu qui traite plein de sujets du quotidien sur Excel. Ensuite, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Tout cela, en fait, témoigne votre soutien envers notre chaîne YouTube. Et pour finir, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, posez vos questions au fur et à mesure de cette vidéo qui va durer environ 1 heure. De notre côté, on répondra à tous vos commentaires avec plaisir. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Eh bien, l'objectif est simple, vous former sur l'utilisation de ChatGPT pour Excel. Alors pour cela, on va prendre un premier temps pour que je vous définisse ce qu'est ChatGPT et pourquoi l'intégrer dans votre utilisation d'Excel. Puis dans un second temps, je vais vous lister des utilisations qu'on peut en avoir et vous donner des exemples concrets qu'on va réaliser ensemble dans cette vidéo. Donc pour cela, n'hésitez pas de votre côté à vous munir d'un fichier Excel et d'une page internet avec ChatGPT d'ouvert. Allez, c'est parti pour cette formation. Donc déjà, on va parler de ChatGPT et de son utilisation en général. Je vais vous définir ce qu'est ChatGPT. Alors tout simplement, eh bien c'est une intelligence artificielle. Il peut simuler des conversations, répondre à des questions, vous aider à résoudre des problèmes concrets ou encore à vous créer du contenu. ChatGPT va se nourrir d'énormes quantités de données et grâce à ça, en fait, il va pouvoir traiter une grande variété de sujets dans tous les domaines confondus. L'une de ses principales forces, en fait, va résider dans sa capacité à comprendre des requêtes qui vont être complexes. Donc quand je parle de requêtes, ça va être les choses qu'on va lui demander, nos demandes envers lui. Et du coup, il va être capable de vous fournir des réponses détaillées et adaptées à chaque contexte, à chaque demande. Bien sûr, tout cela, c'est vraiment à condition de bien savoir réaliser ces requêtes. Donc que ce soit pour vous expliquer quelque chose, un concept, rédiger un texte, résoudre un problème technique, en fait, voilà, ChatGPT veut être un outil vraiment puissant qui va vous faciliter votre productivité, votre apprentissage, en vous offrant vraiment une assistance qui va être instantanée et accessible très facilement. Alors, pourquoi intégrer ChatGPT avec Excel? C'est vrai qu'Excel, c'est un outil qui aujourd'hui est incontournable dans les entreprises, dans nos différents boulots. On va pouvoir y faire de l'analyse de données, de la gestion de projet, ou encore de la création de rapports et bien d'autres encore. Mais c'est vrai que parfois ça peut devenir un peu complexe, surtout quand il va s'agir de résoudre des problèmes ou de maîtriser des fonctionnalités qui vont être un peu plus avancées. Eh bien c'est là que ChatGPT va intervenir comme un allié précieux pour vous. En intégrant ChatGPT avec Excel, on va pouvoir obtenir en fait une aide instantanée pour résoudre des problèmes techniques. Autrement dit, terminer d'aller chercher sur des forums pendant des heures pour trouver un problème concret à notre besoin. Ici on va formuler des requêtes et ChatGPT il va pouvoir nous résoudre des problèmes techniques, nous générer des formules complexes, automatiser des tâches répétitives ou encore obtenir des conseils sur l'optimisation des feuilles de calcul qu'on a dans Excel et bien d'autres encore. L'intégration de ChatGPT dans votre travail du quotidien va vous permettre non seulement de gagner beaucoup de temps, mais aussi d'exploiter pleinement les capacités d'Excel en vous fournissant des solutions plus ou moins créatives selon les problèmes et en vous fournissant des approches alternatives peut-être à ce que vous avez déjà pu mettre en place dans des situations complexes. Alors, voilà, que vous soyez débutant ou expert sur Excel, ChatGPT peut vous accompagner dans chaque étape de votre construction du fichier, en vous guidant dans la création de rapports, en générant des macros VBA, ou même en vous apprenant des astuces, des raccourcis pour améliorer votre efficacité. Donc, en conclusion, ChatGPT va vraiment enrichir votre expérience sur Excel en vous offrant vraiment un support interactif et personnalisé qui va au-delà des simples fonctionnalités du logiciel Excel. Avant de commencer à vous donner des exemples d'applications, ce qu'on peut faire avec finalement ChatGPT et Excel, je vais parler déjà un peu de mon retour d'expérience personnelle. Je fais aussi bien de la formation que de la prestation de service, je développe également des fichiers Excel, des rapports, des tableaux de bord, et c'est vrai que souvent, même de mon côté, je vais utiliser ChatGPT. Je pense personnellement que ChatGPT est une très bonne aide pour venir en fait enrichir, comme je disais, nos fichiers, venir chercher des informations, mais en fait finalement augmenter notre productivité. Je pense qu'il est important de connaître et de savoir ce qu'on fait sur un fichier Excel, mais qu'il est également important de gagner du temps, gagner en productivité. Et ça c'est hyper important. Et c'est pour cela que personnellement aujourd'hui j'utilise ChatGPT. Alors bien sûr,
je l'utilise dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que je peux très bien, de mon côté, l'utiliser pour créer des formules un peu plus complexes, que je vais savoir faire, sauf que c'est vrai que des fois ça peut être un peu long, donc je vais le demander à ChatGPT de me le faire. Il est également possible que, sur certaines... Parce qu'on a plusieurs manières de faire quelque chose sur Excel. Et il est vrai que souvent je vais faire avec un processus A, et je vais me renseigner sur ChatGPT pour voir comment de son côté il l'aurait fait, et lui va plutôt me dire, il faut passer par le processus B. Alors là je dis A et B, mais vous comprenez bien que ce sont des processus bien déterminés pour des cas, on va dire, concrets. Ici, je n'ai pas d'exemple à vous donner maintenant, on verra ça un petit peu après, mais voilà, je parle un petit peu d'un retour d'expérience personnelle, et il faut savoir que sur Excel, ok, on a le fichier en tant que tel, mais on a également, finalement, Power Query, que je suis justement en train d'ouvrir à l'écran, donc là, il est en train de charger. Voilà, là, j'ouvre l'éditeur Power Query, et c'est vrai que là, c'est un peu une interface cachée d'Excel. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas son existence, et finalement, si on a besoin d'aller travailler sur Power Query, il peut être intéressant de demander à ChatGPT. En fait, on peut vraiment tout lui demander, même sur des fonctionnalités, des logiciels un peu non utilisés d'Excel. Et il y a également dans l'onglet développeur la partie Visual Basic, où là on va pouvoir venir créer nos macros. Et là, idem, je vais beaucoup utiliser ChatGPT pour créer des macros. Donc en fait, pour résumer, là, je viens d'introduire une première notion qui va être la génération de formules. Que ce soit, alors de formules, de codes, voilà, de colonnes calculées, tout ce qu'on veut, mais finalement la génération de contenu dans Excel, dans Power Query et dans VBA. Après, si on prend un petit peu d'auteur, Excel, ce n'est pas que réaliser de la formule. Excel n'est pas que réaliser de la macro, de la VBA ou utiliser Power Query. Tout cela, donc en fait, c'est vraiment un ensemble. Excel est un ensemble. On va vraiment l'utiliser selon notre besoin, selon le cas qu'on a à faire là maintenant. Il se peut que pour un travail, on aura besoin de la VBA. Il se peut que pour un autre travail, on n'en ait pas du tout besoin. Mais on va plutôt utiliser Power Query. On va s'adapter vraiment aux besoins. Mais du coup, en prenant un peu de hauteur, Excel n'est pas que génération de formules ou génération de contenu, macro, VBA, Power Query, tout ce qu'on veut. C'est également aller chercher des notions. Et ça va être pareil dans ChatGPT. On va pouvoir aller, par exemple, demander à ChatGPT de nous expliquer des choses. Utiliser ChatGPT avec Excel, voilà, n'est pas que de la génération de formules, je le répète, c'est également aller lui demander des choses pour qu'il nous les explique et non pas forcément qu'il nous génère du contenu. On peut également lui demander de nous trouver certains paramètres. Je prendrai un exemple très concret tout à l'heure, on verra sur les mises en application. Et dernière chose, ChatGPT va également pouvoir nous générer du fichier Excel. Normalement, je pense qu'on peut encore faire plein d'autres choses avec ChatGPT et Excel, mais là, dans tout ce que je viens de vous expliquer, on a déjà 6 notions à voir ici pendant 1 heure. On aura déjà largement assez de contenu qui va répondre à quasiment 90% des cas, mais on va se concentrer sur l'essentiel, on va se concentrer sur les 6 notions dont je viens de parler, générer de la formule, Excel, Power Query, VBA, nous demander d'expliquer certaines choses, nous demander de trouver des paramètres et comment les activer, et nous demander, en tout cas lui demander, de nous générer un fichier Excel. Allez, c'est parti, on va commencer par la première notion, tout simplement. Bon, on va pas y aller dans l'ordre de ce qu'on vient de dire. Pour l'instant, on va lui demander déjà de comment trouver des paramètres et comment nous expliquer certaines notions sur Excel. On va prendre un exemple ici très concret, l'onglet développeur. Il faut savoir que l'onglet développeur, c'est ce qui nous permet d'accéder au macro Excel. Et malgré ça, l'onglet développeur, en fait, il est caché de base, par défaut. Donc, toute personne qui installe Excel pour la première fois et qui l'ouvre pour la première fois ne verra pas apparaître l'onglet développeur. Ben, tout simplement, il peut arriver qu'à un moment donné, on soit assez aguerri pour venir utiliser les macros dans Excel et du coup, on veut activer l'onglet développeur, mais on ne sait pas où ça se trouve. Alors, tout simplement, ici, on peut lui formuler une demande. Alors, je sais que dans la vraie vie, toute communication entre êtres humains va être normalement cordiale, doit normalement commencer par un bonjour, doit commencer... Voilà, ça ce sont tous les codes de la société. Il est vrai qu'avec ChatGPT, on parle à quelqu'un qui nous répond comme un humain, et malgré ça, il est vrai que là, on doit un peu se détacher d'une conversation avec un vrai humain. Ici, c'est une conversation avec un robot, une intelligence artificielle, mettre des bonjours, etc., parler de manière courante, voire soutenue, ne changera rien, en fait, finalement, à la réponse qu'il va apporter.
c'est là où ça peut sembler un petit peu... comment dire? C'est là où on peut peut-être des fois perdre un peu de temps avec ChatGPT, vouloir trop écrire de phrases. Tous les mots en fait qui vont être écrits dans la requête étant le message qu'on va faire à ChatGPT, vont être pardon, interprétés. Ils vont avoir des conséquences. Et en fait, plus on va vouloir parler soutenu, faire des longues phrases, etc., plus on va lui donner d'informations qui ne sont pas forcément pertinentes ou qui n'ont pas forcément de lien avec notre demande initiale. Euh, N'hésitez pas à aller droit au but avec ChatGPT, parler de manière courante. N'hésitez pas, pas besoin de mettre des majuscules, de mettre des points, etc. Vraiment, n'hésitez pas à parler. Je vais pas dire, c'est marrant. Je vais pas dire de lui parler comme un esclave, on va dire entre guillemets, mais il faut, il faut juste lui demander ce qu'on veut, aller droit au but. Les deux fonctionnent, mais vous allez juste perdre un peu de temps, lui donner trop d'informations. De mon retour d'expérience, des fois j'essaie de faire un peu les deux. Bon, il n'y a pas trop de différence, mais voilà, s'il n'y a pas de différence, essayez d'aller droit au but. Donc là, en fait, ce que je vais commencer par lui demander, c'est de savoir comment on va activer cet onglet développeur. Donc là, tout simplement, on peut venir lui dire comment activer l'onglet développeur dans Excel. Donc voilà, c'est une phrase, on va dire, qui est normale, qui n'est pas mal polie, qui n'est pas soutenue. Il n'y a pas de floriture autour de cette phrase. Elle est droit au but et on précise bien. Donc les mots-clés qui vont être importants dedans, ça va être le comment, avec le point d'interrogation qui vont montrer que c'est bien une question et une interrogation. Ça va être également activé. Donc là, on voit bien qu'on veut faire l'action de ajouter l'onglet développeur. On pourrait désactiver, auquel cas sa réponse serait différente. L'onglet développeur, il faut bien cibler, alors là c'est ce que je vous conseille, c'est de cibler vraiment les vrais noms. Pas lui dire, alors là en fait ici ça s'appelle un onglet, donc l'onglet accueil, l'onglet insertion, mise en page, formule, etc. Et forcément l'onglet développeur. Donc essayez de prendre les vrais mots, les vrais noms qui sont donnés, en fait prendre un peu le jargon d'Excel pour lui poser les questions. Ça simplifiera grandement en fait sa compréhension de ce qu'on veut. Il m'est déjà personnellement arrivé, alors surtout avec la VBA, de lui demander des choses avec des mots qui ne sont pas les bons, en parlant de propriété, en parlant d'objets, etc. Alors c'est vraiment du langage propre à VBA, le jargon de la VBA. Et des fois, bah, j'avais pas forcément le bon jargon au début, et je lui demandais des choses, et finalement, il me répondait complètement à côté de la plaque, et en fait, tout ça, ça passe par la question qu'on va lui poser. Autrement dit, il va être hyper important de vraiment choisir ses mots. Donc ici, onglet développeur, on lui précise bien dans quel logiciel on se trouve. L'onglet développeur, ben, il faut bien... Là, on parle vraiment d'Excel, donc il faut intégrer le mot Excel également à notre demande. Et donc là, on a vraiment une phrase qui, normalement, il va comprendre. Je fais tout ça en direct avec vous, c'est-à-dire que il se peut qu'il me réponde à côté de la plaque, et vous verrez, si c'est le cas, on va lui reposer des questions, on va continuer la discussion avec lui, et il va toujours adapter les réponses. Sachez également que ChatGPT se nourrit en fait de la discussion, c'est-à-dire que c'est pas une question, une réponse, une question, une réponse, etc. C'est vraiment une discussion, ce qui fait que les premiers mots qu'on va lui donner, les premières intentions qu'on lui donne là, il va les garder en mémoire dans la discussion et en fait ça va pouvoir être réemployé un peu plus tard dans la discussion s'il y a besoin de réemployer certaines choses. D'ailleurs, j'ai pas décrit comment était fait ChatGPT, tout simplement. Alors, vous créez un compte, bien sûr, et bon, tout ça, c'est un peu comme tout, hein, comme n'importe quel site, on crée le compte, adresse mail, mot de passe, etc. On arrive là-dessus, et là, finalement, il y a juste comme une conversation, on écrit dedans, et ici, on va envoyer la phrase, et là, une conversation se crée. C'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste une conversation, on lui demande, il nous répond. Terminé. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé ce temps-là. Mais au moins, vous savez, et je vous confirme qu'il n'y a rien d'autre entre guillemets. La réponse ici, pour activer l'onglet développeur dans Excel, voici les étapes à suivre, accéder aux options Excel. Donc je vais ici essayer de venir mettre côte à côte les deux fichiers. Voilà, ici on va pouvoir un petit peu mieux s'y retrouver, donc on va y aller au fur et à mesure, on va voir si tout ce qu'il nous dit, c'est bon. On va partir du principe qu'on ne connaît rien du tout à Excel. Accéder aux options d'Excel. Donc c'est vrai que là, les options, c'est pas forcément clair. On sait pas forcément où ça se trouve. Alors, il est vrai que c'est dans Fichier Options. Personnellement, le connaissant, ça me dérange pas. Je vais partir du principe qu'une personne ne le sait pas.
Donc là, je vais lui demander comment accéder aux options. Vous pouvez également, des fois, lui dire « je ne le trouve pas ». En fait, lui décrire ici, pas ce que vous ressentez, mais comment dire, le fait de lui dire que vous ne le trouvez pas, ça veut dire que c'est pas en fait, on remet pas forcément en compte sa question, lui dire qu'il n'y a pas d'onglet d'options, ça voudrait dire qu'il va remettre en question, ChatGPT va remettre en question sa réponse et vous répondre potentiellement complètement autre chose. Ici, le fait de lui dire je ne le trouve pas, ça permet de lui faire comprendre qu'on ne remet pas en question sa question, mais qu'on se remet en question nous-mêmes, et là, normalement, il va nous expliquer où le trouver. Alors là, vous voyez, il va carrément aller dans le détail comment dire, des versions. Alors personnellement, je suis sur la dernière version, donc soit 2021 ou Office 365, je sais plus. Et voilà, cliquez sur l'onglet Fichier, coin supérieur gauche. Alors coin supérieur gauche ici, Fichier. Et dans le menu qui s'ouvre, descendez tout en bas et cliquez sur Options. Alors effectivement, c'est ce qu'on trouve juste ici. Donc maintenant qu'on a eu cette information-là, il nous met même des raccourcis. Vous voyez, il va nous proposer plusieurs choses selon des cas. Il va vraiment aller dans le détail. Et ici, bah, tout se passe bien puisqu'il nous a dit d'aller dans Fichier, puis Options. Effectivement, c'était bien le cas. Donc là, on peut retourner sur la première réponse et continuer ensuite ce qu'on était en train de faire. Aller dans les paramètres du ruban. Donc, paramètres du ruban. Alors là, il nous dit dans la fenêtre Options, là où on est actuellement, cliquez sur Personnaliser le ruban. Dans le menu à gauche. Donc là, on a le petit menu à gauche, et effectivement, on a bien personnalisé le ruban. Donc on clique dessus, et donc ensuite, activer l'onglet développeur dans la liste des onglets principaux. Donc là, on a bien onglets principaux, cocher la case développeur, la case qui est là. Alors de mon côté, c'était déjà fait, mais admettons, voilà, c'est normalement vous de votre côté, si ça n'a jamais été coché, ce serait comme ça. Et donc là, on la coche, c'est ce qu'il nous demande. On fait OK pour valider. Et là, il nous demande de vérifier. Alors oui, c'est bien. J'ai bien l'onglet développeur qui s'affiche juste ici. On va passer maintenant à un second exemple par rapport à la liste qu'on a donnée tout à l'heure, une fois de plus. Donc là, on a vu qu'on pouvait trouver certains paramètres en lui demandant. On va maintenant voir qu'on peut lui demander de nous expliquer certaines choses. Alors, je vais prendre un exemple très concret, la fonction si, peu importe les fonctions, on va aller vers des choses un peu du quotidien, des choses qu'on peut rencontrer dans beaucoup de cas. Les fonctions si, on peut maîtriser. Ensuite, il peut arriver qu'on doit faire un si imbriqué. Et là, on est un petit peu perdu. Et donc, on va pouvoir lui demander de nous expliquer comment fonctionnent les si imbriqués. Comment fonctionne la fonction si imbriquée dans Excel. Donc là, toujours pareil, la phrase, point d'interrogation, comment fonctionne. Alors, on va lui demander comment va fonctionner la fonction si. Explique-moi. On peut lui demander de nous expliquer. Donc, il faut bien lui demander ce qu'on veut grâce à la fonction si imbriquée. Explique-moi. Ah, ça c'est très intéressant. On arrive dans un cas où ChatGPT peut nous proposer deux réponses différentes. Donc là, on a la réponse 1 qu'il est en train d'écrire pour le moment en nous disant que la fonction si imbriquée dans Excel est une version avancée de la fonction si qui permet de tester plusieurs conditions à la fois. Elle est utile lorsque vous avez besoin d'évaluer plusieurs critères et d'afficher différents résultats en fonction de ces critères. Donc c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement le cas. Hein. Là, c'est très bien. Structure de la base de la fonction si. Donc là, il va carrément nous réexpliquer la syntaxe d'un si simple, avec le test logique, la valeur du coup si le test logique est vrai, et la valeur si le test logique est faux. Il nous donne des petits exemples, un exemple simple, A1 supérieur à 10, alors supérieur à 10, sinon inférieur ou égal à 10. Si la valeur A1 est supérieure à ça, il nous explique, et là, il nous passe à la fonction si imbriquée. Lorsque vous avez plusieurs conditions, vous pouvez imbriquer plusieurs si dans une seule formule. Et donc là, voilà, il nous réadapte un petit peu la syntaxe en donnant test 1 valeur 1, si test 2 valeur 2, si test 3 valeur 3, etc. etc. Et donc tout ça, ça résulte en fait d'un si imbriqué. C'est exactement ça. Notre argument si faux devient finalement une nouvelle fois une formule si. Donc ça, c'est tel qu'on connaît dans les si imbriqués. Donc là, il nous explique tout. Étape pour comprendre une fonction si imbriquée. Tester la première condition. A1 supérieur ou égal à 16. Si oui, le résultat est excellent. Sinon, Excel passe au deuxième si. A1 est supérieur ou égal à 10. Si oui, alors le résultat est moyen. Sinon, Excel passe à
insuffisant. Donc retourne le résultat final. Chaque condition est évaluée dans un ordre et Excel retourne le premier résultat correspondant. Donc tout ça, effectivement, donc là il explique, conseil, exemple avancé. Donc on a pas mal de choses. Donc là c'est une première réponse, il nous en donne une deuxième. Est utilisé pour effectuer des tests logiques simples. Donc là il nous explique pourquoi, une base, exemple pratique, conseil pour une utilisation efficace. Ok. Donc là, vraiment, il y a deux exemples de réponses. Ici, il va tester, en fait, ChatGPT va tester un petit peu ce qu'on préfère. Il va voir un petit peu quelle réponse on préfère, et du coup, on peut très bien lui donner. Admettons, on va lui dire, bah, je préfère celle-ci, auquel cas, il va uniquement afficher cette réponse-là, pardon. Et par contre, on peut voir qu'ici, il y a un 2 sur 2, on peut très bien revenir sur l'autre réponse. Voilà, la première réponse. Donc on peut switcher entre les deux, juste là. Tac. Maintenant, on va tester tout ça. Je repars avec d'un côté ma fenêtre Google ChatGPT, de l'autre mon petit fichier Excel. Et donc là, on va prendre son exemple en direct. Si l'ancienneté est supérieure ou égale à 10 ans, alors catégorie senior. Donc là, on va avoir personne, enfin, admettons un agent. On va l'avoir l'agent A, B et C. Voilà. Et on va avoir par exemple son âge. Donc son âge, il a... Enfin, son ancienneté, pardon. Donc l'ancienneté ici, il a 15 ans d'ancienneté, là il en a 9, et ici il va en avoir 14. Bon, un petit peu plus. 10, 15, 5, on va mettre 3. Donc quelqu'un qui a 1 an d'expérience, voilà. Ça, ce sera mieux. Donc là, ça va être l'ancienneté. Et maintenant, on va tester la formule qu'Excel nous a donnée. Formule avec des si imbriqués. Donc là, en fait, on copie ce code-là. Et si je teste le code, on change bien sûr le A2 par les fonctions qui sont là. Enfin, en tout cas, par la donnée qui est là. Et voilà, là, il nous dit que c'est égal à senior. Donc, senior étant supérieur à 10, intermédiaire et junior. Donc là, la fonction que ChatGPT nous a donnée fonctionne. Ici, on dérive un tout petit peu vers l'exemple d'après, qui est comment générer de la formule sur Excel. Donc, pour le moment... je vais pas aller plus loin sur ce qu'il nous a généré. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que si on demande à ChatGPT, il peut nous donner, en fait, nous expliquer des notions, des choses sur Excel. Et donc là, c'est choses qu'on a faites. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie explication, puisqu'en fait, vous pouvez lui demander d'expliquer plein de choses. Je vais juste prendre un deuxième exemple. Explique-moi maintenant, par exemple, ce qu'est une mise en forme conditionnelle. Et donc là, voilà, il est parti pour nous expliquer. Donc là, il va nous dire en quoi ça consiste, où trouver la mise en forme. Donc là, on part vraiment, voilà, plus dans des explications. La notion juste avant, toucher une formule, il nous l'a générée. Mais voilà, ce que je voulais bien vous montrer, c'est que on peut lui demander d'expliquer des notions d'Excel. Donc là, je parle des mises en forme conditionnelles, plein de choses comme ça. Vraiment, ça fonctionne pour tout. Soyez curieux, n'hésitez pas à demander. Au pire, il ne saura pas vous répondre et il vous renverra vers des liens, mais c'est très rare. Normalement, il sait répondre à tout. Encore une fois, faites attention à ce qu'il vous répond. Prenez avec des pincettes. Remettez en question systématiquement ce qu'il peut vous dire. ChatGPT n'est pas infaillible et donc, du coup, il peut se tromper. Donc, n'hésitez pas. Et en fait, là, c'est clair, plus ça va être complexe comme demande, plus votre requête va être complexe, plus il a de chances de se tromper. Ça paraît logique dit comme ça, mais quand je vais lui demander ce qu'est une mise en forme conditionnelle, qui est une option de base dans Excel, je suis quasiment sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Par contre, j'ai déjà demandé à ChatGPT des choses en VBA qui sont un petit peu plus complexes, un petit peu plus poussées, où là, par contre, il a déjà fait des erreurs, où là, par contre, il m'a déjà donné des fausses informations qui m'ont induit en erreur, et c'est parce que j'ai été induit en erreur et que ça fonctionnait pas que je l'ai remis en question, que j'ai été me renseigner ensuite sur des forums, et j'ai vu que c'était pas bon. Mais voilà, il faut toujours aller creuser, gratter, ça n'empêche pas qu'on peut quand même tester ce qu'il nous donne, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, bah tout simplement, on va essayer quelque chose d'autre. On va lui redemander. Et donc là, si je regarde, voilà, en quoi consiste, où la trouver, le type de mise en forme, il va nous donner tout ce qui existe. Là, bon, là, il nous redonne une formule, mais bon, c'est parce qu'il est vraiment complet. Alors, il nous donne plein de choses, exemples simples, exemples avancés, cas d'utilisation fréquents, les limites également. Donc, avantages, inconvénients. Une petite mise en forme est une excellente façon de rendre vos données plus visibles et dynamiques. Si vous avez un exemple précis
ou un tableau que vous souhaitez automatiser, je peux vous aider à le configurer, des règles adaptées. Donc là, on voit bien que ChatGPT nous a expliqué la notion, il ne se contente pas de nous expliquer ce que c'est, il nous propose également après de nous accompagner pour nous aider, et donc là il faudrait lui renvoyer un message pour dire « oui, je veux bien », en lui donnant ensuite nos plages de cellules et exactement ce qu'on veut faire. Et ça, on verra ça juste après. Avant de passer à la suite et vous montrer comment on peut générer des formules sur Excel complexes ou non complexes, enfin peu importe, générer de la formule, générer du code VBA, en tout cas des macros. Pour faire tout ça, avant de voir tout ça, je vais vous montrer une dernière chose qui est possible de faire en fait avec ChatGPT. Ben, simplement, ça va être générer un fichier Excel. Pour cela, jusqu'ici, on a parlé quand même simplement à Excel, à ChatGPT, pardon. On lui a quand même parlé assez simplement, on lui a donné des phrases qui sont assez simples, assez courtes, il a su répondre à nos questions, en tout cas parce qu'elles étaient, entre guillemets, plutôt simples, et parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses complexes dans nos demandes, mais ici, on va devoir lui donner un peu plus de détails. Et plus on va avancer dans cette formation, donc là, sur les prochains exemples, plus je vais vous dire, on va devoir lui donner du détail. Et donc là, en fait, il faut vraiment vous adapter, encore une fois. Alors, j'ai l'impression que vous allez toujours m'entendre vous dire, il faut s'adapter, mais c'est le cas. On s'adapte toujours à tout, que ce soit à notre boulot, au cas concret qu'on doit faire, ben on va s'adapter sur Excel et adapter du coup les choix qu'on va faire. Là, pareil, ChatGPT, selon ce qu'on va lui demander, on va adapter le message qu'on va lui donner. C'est toujours la même chose, le même principe. En tout cas, on peut générer un fichier Excel, mais je vais quand même vous mettre quelques warnings avant de commencer à lui poser à lui poser ma question, à lui demander de me générer le fichier Excel. Pour être transparent, de mon côté, j'ai acheté ChatGPT Premium, entre guillemets, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une licence ChatGPT qui existe, qui coûte une vingtaine d'euros par mois, voire plus, je crois que c'est 26 euros, enfin bref, peu importe. Mais j'ai, de mon côté, acheté cette licence qui me permet d'avoir un petit peu plus de possibilités, d'avoir déjà un peu plus de choix au niveau de ça. Alors vous voyez, j'ai différents modèles, 0.1 mini, raisonnement plus rapide, 0.1 preview, utilisation du raisonnement avancé, 4.0 idéal pour la plupart des tâches. Moi, je suis placé sur le 4.0 parce que je pars du principe que vous n'avez pas l'abonnement, que vous utilisez la version gratuite et que vous êtes sur le ChatGPT 4.0. En tout cas, générer des fichiers Excel sur la version gratuite de ChatGPT va vous donner certaines limites. À un moment donné, il ne va plus vous générer de fichiers Excel. C'est-à-dire que dans ce que vous allez lui demander, vous ne pourrez pas avoir des centaines et des centaines de fichiers Excel. Les capacités vont être un petit peu réduites, donc ne vous étonnez pas. Ne commencez pas à lui demander dans tous les sens d'avoir plein de fichiers Excel. Ce ne sera pas forcément possible. En tout cas, au bout d'un moment, ça va bugger. En tout cas, c'est mon retour d'expérience que j'ai eu de mon côté, et c'est pour ça aussi que je suis passé à l'achat en fait, de la licence, puisque bah, j'ai vraiment une utilisation quotidienne, alors aussi bien sur Excel que toutes mes autres tâches, pour mon boulot, pour des choses personnelles, etc. etc. Parce que là, on parle depuis tout à l'heure d'Excel. Si vous ne connaissiez pas ChatGPT, ce n'est pas un logiciel pour Excel. C'est vraiment, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, de cette formation, ChatGPT, on peut l'utiliser pour tous les domaines. Que ce soit pour créer des programmes sportifs, pour créer des plans alimentaires, pour lui demander de créer des photos, de créer... Enfin, j'en passe des meilleurs. Vraiment, on peut tout lui demander. Là, on parle d'Excel, puisqu'on est sur une chaîne qui parle uniquement d'Excel. Mais on peut vraiment lui demander des choses pour beaucoup de domaines. Je suis passé du coup à l'achat de la licence, et j'ai vraiment remarqué un gap au niveau de l'utilisation. Je vous donne encore une fois de plus un retour personnel pour ceux qui se demandent, pour ceux qui hésitent, si oui ou non vous voulez acheter. En tout cas, vous avez plus de modèles. Ici, vous en avez encore deux. Voilà. C'est des options que vous avez en supplément. Elles sont intéressantes. Honnêtement, j'utilise personnellement le preview. On est limité sur le preview, donc moi c'est soit celui-ci, soit sur le ChatGPT 4.0. En tout cas, voilà, peu importe, c'était la petite parenthèse, elle est fermée. Donc on va lui demander de nous générer le fichier Excel. Donc là, peux-tu me générer un fichier Excel avec à l'intérieur une base de données d'environ, on peut même le préciser, environ 200 lignes. On va lui préciser à l'intérieur une base de données, non, 200 lignes, avec des élèves
de différentes classes et avec des notes obtenues selon des matières différentes. On va voir ce qu'il veut nous répondre, et donc là voilà, on voit qu'il fait autre chose, il commence à nous mettre analyse. On voit qu'il ne répond pas tout de suite, en fait là il est en train d'analyser ce qu'on lui a demandé, donc là apparemment il me l'a généré, je vais ici le télécharger, et je vais l'ouvrir. En fait je lui ai demandé de générer une base de données avec des matières, de la classe, des élèves, des notes obtenues, donc voilà, on peut voir que, alors ce ne sont pas vraiment des notes 18,04, c'est pas vraiment une note, logiquement c'est 18, on n'a jamais eu de note, ça ressemble plus à une moyenne, finalement c'est pas très grave. C'est pas très grave, ici nous les a générés, si jamais c'est pas ce qu'on veut, on fait un arrondi supérieur ou inférieur, comme on veut, sur ces données-là. Mais en tout cas, comment ça a été généré? Parce qu'il faut savoir une chose, ChatGPT génère tout ça en créant un peu une base de données de nom-prénom, et là, vous voyez, il va y avoir les classes. Et en fait, comment ça fonctionne? On voit qu'il y a de la première à la sixième plus la terminale. Donc il y a 3, 6, il y a 7 classes. Donc en fait, il attribuait aléatoirement un chiffre entre 1 et 7. Et ensuite, il a fait la correspondance. Donc si ça tombait, donc s'il a généré 1 à la ligne A, à la ligne 2, pardon, s'il génère 1, alors il affichait première. Là, vous voyez, si ça affiche 4, si ça génère 4 aléatoirement, il correspondait à la quatrième. C'est la même chose pour les matières. On peut voir qu'il y a 3, 6, pas toujours pareil, 7 matières. Donc il a fait une génération d'un chiffre entre 1 et 7 pour chaque ligne. Et après, il y a une table de correspondance. 1 étant égal à anglais, 2 étant égal à EPS, etc. Peu importe quel nombre est attribué à qui, mais vous voyez l'idée. En fait, il attribue le nombre qu'il a généré automatiquement, finalement, à une matière. Et après, voilà, il nous convertit tout. Là, ça va. Il nous a mis les données en brut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule dedans. Et on lui a demandé 200 lignes. Si je vais tout en bas, on peut voir qu'il s'arrêtait à la ligne 201. Pourquoi 201? Tout simplement parce qu'elle est les en-tête. Donc il y a bien 201 lignes moins l'en-tête, bien 200 lignes, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc Excel, ChatGPT est très premier degré. On lui a demandé 200 lignes, il nous a donné 200 lignes. Mais voilà, ça c'est très pratique. Pourquoi c'est très pratique? Puisque quand on veut travailler sur des échantillons, quand on veut réaliser des exercices, quand on veut essayer d'essayer de faire d'avoir des données, de tester des formules sur des données fausses, etc., on peut prendre ça, on peut demander de générer des fichiers Excel, ça nous permet d'avoir une base, ça nous permet d'avoir des idées, ça nous permet de voir comment c'est fait, de nous entraîner principalement. Je sais que de mon côté, je constitue pas mal d'exercices pour les formations grâce à ça. Je vais générer une base de données telle que celle-ci. De toute manière, en fait, c'est juste un gain de temps, puisque moi, derrière, la date de naissance, je m'en fiche un petit peu, je vais la supprimer. Les notes, je vais sûrement faire un arrondi, ou alors je vais recréer une formule aléa entre bornes, par exemple. Donc, ça peut être des choses comme ça. Moi, je l'utilise beaucoup, la génération de fichiers Excel, puisque dans le métier que je fais, j'en ai besoin, et ça permet de gagner beaucoup de temps. Générer 200 lignes comme ça, mine de rien, c'est assez long. Et là, en quelques secondes, ChatGPT nous l'a fait. Et je trouve ça vraiment super. Par contre, par expérience, je sais que ChatGPT peut générer une base de données un petit peu autrement. En fait, quand on va lui demander des grosses bases de données. Donc, par exemple, je me rappelle, je lui ai demandé de me générer 10 000 lignes avec X colonnes. Donc, je sais plus, c'était une vingtaine de colonnes différentes que j'avais bien nommées. C'était très logique comme cas. Et finalement, il n'a pas généré le fichier Excel. Je pense que c'était un petit peu trop lourd pour lui. Donc au lieu de me générer, il m'a dit, voilà, tu positionnes toutes les formules que je te donne dans chaque colonne. Donc il m'avait donné la formule à mettre en A2, en B2, en C2, etc. Sur toutes les colonnes que je lui ai demandé. Et en fait, c'était toutes des formules qui communiquaient entre elles. Ce qui fait que j'avais juste à étendre jusqu'à 200 lignes, 300 lignes, 10 000 lignes, ce que je voulais finalement, vu que c'était des fonctions qui se basaient sur des aléas et des tables de correspondance. Alors finalement, j'ai pu générer une base de données grâce à des formules. Et les formules, par contre, c'est ChatGPT qui me les a données. Donc de mon côté, j'ai quand même dû les insérer, mais quand même, j'ai gagné beaucoup de temps parce qu'il m'a créé toutes mes formules pour générer une base. C'est juste que c'était un petit peu trop lourd pour pouvoir me donner fichier Excel directement. Donc c'est pour ça, des fois, il vaut mieux passer par ici. Mais voilà, au moins vous avez la connaissance que ChatGPT peut vous générer des données également. Ça, c'est très important puisque ça peut être utile selon vos cas, selon ce que vous voulez faire. En tout cas, voilà. J'en ai terminé pour la partie explication,
trouver des paramètres, lui demander des choses, générer une donnée. Maintenant, ce qui va être hyper intéressant, ça va être de voir comment on lui parle pour créer de la formule ou des macros VBA. Je vais vous montrer ce qui est possible de faire, et on va voir ça tout de suite. On va maintenant venir créer des formules grâce à ChatGPT. Pour cela, j'ai repris un échantillon des données sur le même principe que le fichier qu'on vient de générer. On a ici différents élèves, donc Jean, Camille, Anne, Paul et Louis, qui se répètent ici 3 fois, puisqu'il y a 3 matières, français, mathématiques et géographie. Et on a les différentes notes. Ce que j'aimerais faire ici, c'est venir créer en fait une moyenne générale par élève, et j'aimerais également venir créer une moyenne de classe selon la matière. Pour cela, je vais venir dans ChatGPT. Et pourquoi je n'ai pas en fait repris l'exemple que j'avais juste avant? Il y a tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, ChatGPT s'enrichit au fur et à mesure de la conversation, et le fichier qui a été généré, si je lui demandais de me générer une formule, en fait, il l'aurait fait puisqu'il connaît il connaît le fichier, il connaît le contexte, il savait où étaient placées les différentes colonnes et les différentes données qu'il y a dans les colonnes. Donc pour éviter de nous induire en erreur et pour montrer un peu comment ça fonctionne dans le cadre général, car il sera très rare que vous allez générer une formule dans un fichier qui a été généré, et c'est une autre manière de parler à ChatGPT, donc on va repartir de zéro, le petit contexte, les notes. Ce qu'on va venir lui dire, j'aimerais créer dans un fichier Excel, on va pas dire créer, on va se dire j'aimerais calculer dans un fichier Excel une moyenne générale par élève et une moyenne générale par matière. Donc, je vais m'arrêter là dans un premier temps. Donc là, on lui dit qu'on aimerait calculer, donc là, on parle bien de faire un calcul dans un fichier Excel. Donc, le fait de lui dire Excel, il va comprendre dans quel langage il doit écrire les calculs, les formules. Et là, on lui donne les deux calculs qu'on va faire, une moyenne générale et par élève, et le même calcul, mais par matière. Pour cela, après, on va lui dire, mes données se trouvent dans la feuille. Donc là, on va repartir d'ici. Donc, mes données se trouvent dans la feuille. Donc là, on va venir lui donner le nom de la feuille. Même si là, il n'y a pas grande importance. Le plus important, ça, c'est pour la VBA. Mais on va prendre les bons réflexes à chaque fois. Il vaut mieux lui donner plus d'infos que pas assez. Attention, pas trop d'infos, comme je le disais. Mais là, le fait de lui donner la feuille, ça peut être utile. Puisque si vous avez des données dans différentes feuilles, il faut réaliser des calculs qui puissent venir piocher dans les différentes feuilles, justement. Précisez bien les noms des feuilles. C'est comme ça qu'on précise un nom de feuille. Mes données se trouvent dans la feuille ChatGPT X Excel. J'ai en colonne D. J'ai en colonne D les élèves, les noms, enfin les prénoms des élèves. En colonne E, les matières. Et en colonne F, les notes. Là, on va lui préciser que les en-têtes sont en ligne 12. Qui correspond bien à cette ligne-là, la ligne 12 qui est là, les en-têtes sont bien ici. Si on lui dit qu'en colonne D, on a les prénoms, en fait, ChatGPT, voilà, il va considérer que dans notre fichier, les données commenceront en cellule D2. Alors que ce n'est pas le cas, elles commencent bien en cellule D13. Donc on va lui préciser que les en-têtes sont ligne 12, et lui, automatiquement, il va comprendre que les données commencent juste en dessous. Mes en-têtes sont en ligne 12, et là, on va lui dire, génère-moi les deux formules. Et on peut lui dire, et dis-moi comment mettre en place, comment et où mettre en place les formules. Génère-moi les deux formules, et dis-moi, on va dire, où insérer. Donc là, où ça peut être vague, je vais le retirer, je vais dire, et dis-moi dans quelle cellule insérer les formules. J'ai Excel en français.
On va lui préciser, on a vu tout à l'heure que ça peut porter défaut. Je vais lui préciser, c'est toujours mieux, puisque selon les formules, etc., au moins, il s'y retrouvera mieux. Des fois, il peut donner les formules en anglais, c'est pas faux, c'est juste que ça correspond pas à la version qu'on a, donc on va essayer de modifier cela. Donc là, on voit qu'il est déjà en train de nous répondre, donc on va laisser terminer. En attendant, moyenne générale par élève, donc il y va par étapes, hein, et voilà, il a fait 2 catégories, moyenne générale par élève, moyenne générale par matière. Voilà, il a bien compris le besoin. Pour calculer la moyenne générale de chaque élève, insérez cette formule dans la cellule G13. Donc G13, c'est là. Et donc là, il nous dit... On va suivre ce qu'il nous dit, hein. On va aller au fur et à mesure. Insérer cette formule, ok. Donc je copie-colle ici la formule, et il le dit de l'insérer en G13. Alors moi, je vais lui faire confiance. Assez bêtement, je vais faire ça. D13, prénom de l'élève actuel. Très bien. La plage là contenant les notes, contenant les prénoms des élèves. La formule prend en compte uniquement les notes correspondant à l'élève dans la ligne actuelle. Ok, ajouter moyenne par élève. Donc là, si je descends comme ça, je vois que ça donne les bons résultats. Enfin, potentiellement. Néanmoins, moi ça me va pas puisque vous voyez, il répète plusieurs fois. Donc ça, on peut venir lui préciser. Pour l'instant, on va, du coup, avant de passer à la suite, on va venir lui demander... on va lui dire que la formule fonctionne. Donc là, personnellement, je lui précise à chaque fois que la formule fonctionne pour éviter qu'il m'en recrée une. Si je lui dis ça, en fait, ça va le conforter dans sa réponse et il va venir rechercher les mêmes infos. Moi, ce que je veux changer, c'est la manière de créer la formule et l'emplacement de la formule, et non pas, en fait, changer la formule en tant que telle. Donc là, je vais lui demander de régénérer quelque chose, mais il faut bien qu'il comprenne ce qu'il doit me générer. Donc là, je vais lui préciser que la formule fonctionne pour... Donc non, la formule fonctionne, mais la moyenne générale se répète autant de fois que l'élève est présent dans la base de données. Donc ça, c'est ce qui se passe. Jean, il est plusieurs fois dans la base de données, puisqu'il est dans différentes matières. Donc la moyenne générale se répète autant de fois que l'élève est présent dans la base de données. J'aimerais avoir qu'une seule fois la valeur par élève. Donc là, on va voir ce qu'il répond. Alors, il faut toujours y aller au fur et à mesure. Bien sûr, ici, je fais un petit peu exprès. Si on sait très bien que dans ce cas-là, il faudrait venir créer en fait une nouvelle plage de données où on prend sans doublon tous les élèves et on vient en faire la moyenne générale par rapport à la base de données. Mais là, volontairement, on fait comme si on partait de rien et qu'on connaît rien du tout à Excel et qu'on veuille le faire. En fait, on va juste se contenter de le guider et de nous dire recommence parce qu'on veut les données de telle manière, placées à tel endroit. Et une fois que vous êtes un peu plus aguerri et que vous connaissez bien Excel, en fait, vous adaptez à chaque fois. Là, la formule fonctionne. C'est juste qu'il faut l'adapter à notre environnement, la placer autre part. Donc c'est chose que je pourrais faire, mais là, je ne vais pas le faire, justement. Il nous a répondu en étape 1 qu'il faut extraire une liste unique des élèves. Donc c'est bien ce que je disais. Là, il nous parle de la fonction unique. Et là, il nous dit bien que c'est disponible dans les versions récentes d'Excel. Là, j'ai un peu de chance parce que moi, je l'ai. Donc on va suivre ces conseils avisés. Tac, je vais décaler un petit peu. Ici, on va dire, alors, égal. En fait, je vais juste copier le code. On va faire ça. Je vais faire entrer. Donc là, je vois bien qu'on a la liste qui s'affiche. Et je peux même aller plus loin. Quand j'utilise la formule, j'ai un 0 qui apparaît. J'aimerais ne pas l'avoir. Pour éviter que 0 apparaisse dans la liste générée par la fonction unique, vous pouvez utiliser une fonction combinée avec filtre. En fait, ici, le 0 apparaît puisque on vient chercher dans la formule unique. Alors, la formule unique, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça vient chercher toutes les valeurs uniques, comme son nom l'indique, dans la plage de cellules qui est donnée. Donc là, D13, D1000. Donc, de D13 jusque-là, il nous met bien les valeurs uniques, qui sont les 5 prénoms
des élèves. Et après, on a bien ici des valeurs qui sont égales à 0, qui en fait représentent le vide, et il vient bien nous mettre le 0. Donc c'est à cause de ça qu'on obtient ça. Et effectivement, grâce à la fonction filtre, on peut venir lui dire « retire-moi tout ça ». Et donc, nouvelle formule, liste unique des élèves, voilà. Donc là, il nous a adapté, il nous a mis la fonction filtre avec. On va venir modifier ça. Ok, là, il a pris E. Et là, on a D, pardon. Donc là, on a bien français, mathématiques. Tac, on va commencer par celle-là, voilà. Donc là, il nous a adapté la formule, voilà. Donc tout ça, ça fonctionne directement. Il nous a également inséré la feuille ici, même si on n'a pas besoin, puisque on vient appeler... Donc quand on appelle une plage qui fait partie de la feuille dans laquelle on écrit la formule, pas besoin de mettre le nom de la feuille. Ça, c'est dans le cas où on vient copier-coller la formule dans une autre feuille. Si je viens la copier-coller là, je suis sûr qu'elle fonctionne également, puisque je lui ai précisé le nom de ma feuille. Et ça, c'est hyper important. Ça peut fonctionner, en fait, c'est pour que ça fonctionne dans ces cas-là. Et au moins, ça vous permet que votre formule soit bonne, peu importe où vous la placiez. Vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Donc voilà, c'est pour ça. Ici, on va pas s'embêter. On va laisser tout ça là-dedans. Donc ici, Jean, Camille, etc., on va dire que ce sont nos élèves. Ce sont d'ailleurs nos élèves. Et maintenant, on peut venir rechercher un petit peu plus haut la formule. Donc il nous a dit d'appliquer cette formule-là, donc je vais copier. On va la coller ici. Ah, c'est parce que voilà, il a mis A2 ici et que ce n'est pas A2, puisqu'il nous a demandé de mettre l'unique en A1. Donc là, il l'appelle A2 et finalement, nous, on l'a mis là. Donc il faut juste remplacer A2 par la bonne référence qui est finalement I14. Là, je peux faire entrer, j'étends, et là, je retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Et là, c'est bon, j'ai bien ma moyenne générale qui s'affiche. Voilà. On va faire exactement la même chose pour les matières. J'ai demandé d'avoir ici les moyennes selon la matière. Donc je prends ça, je vais mettre juste en dessous, hop. Donc là, j'ai mes matières qui s'affichent. Matière, du coup, il a corrigé également matière, parce que je pense qu'il a compris que si j'appliquais la même formule qu'il m'a donné juste en haut, j'aurais également eu un 0 ici. Et ça, c'est chose que je ne voulais pas, donc il a adapté également la deuxième formule, directement. Et je vais venir repartir un peu plus haut dans la conversation, lui demander la moyenne générale par matière, c'est celle-ci, je copie, je colle juste là. Et donc là, on voit bien qu'il appelle D2, ce n'est pas logique, même problème qu'avant. Je viens chercher bien français, j'appuie, on obtient 13,6. Maintenant, je vais vérifier le calcul, on va prendre tout ça. Donc, pour faire une moyenne, on va faire la somme de toutes les notes, on obtient 58. Et la somme, donc le 58 là, on va le diviser par 5, puisqu'il y a 5 prénoms. Donc quand je divise par 5, on obtient bien 11,6, c'est le résultat que j'obtiens là. La formule est bonne. On pourra le vérifier pour tous, mais là, il n'y a pas de doute, tout est bon. Les formules sont bonnes. ChatGPT nous a tout généré automatiquement au niveau des formules, et ça, ça fait gagner un gain. C'est un gain de temps pas possible sur beaucoup de formules, des choses un peu plus compliquées. Voilà, il va tout nous expliquer, tout nous donner. C'est vrai que la fonction unique, il se peut qu'on ne la connaisse pas, parce que c'est nouveau, c'est dans les versions récentes. Et donc, du coup, voilà, c'est des choses qui vont déjà nous apprendre. Déjà, ChatGPT peut nous apprendre des formules, puisque il va nous en proposer par défaut. Et des fois, on ne peut ne pas les connaître, alors du coup, on fait de la découverte, on apprend des choses, on met en place des formules, et puis si vraiment ça vous intéresse pas d'apprendre les formules, eh bien, vous pouvez quand même réussir à faire vos calculs. Pour finir, nous allons voir la manière de générer du code VBA via ChatGPT, parce que c'est également faisable. Et franchement, ça, c'est, on va dire, la chose vraiment la plus puissante, selon moi, avec ChatGPT et Excel. Les formules, c'est une chose, mais vraiment, créer le code VBA automatiquement pour notre fichier Excel, je trouve qu'on passe à un gap qui est énorme, et franchement, moi ça j'adore, je l'utilise tout le temps. Pour la mise en application, on va partir du fichier Excel qu'on a, encore une fois, à l'écran juste ici, et on va demander à ChatGPT de nous écrire un code VBA qui exécutera en fait toute une liste d'actions. Pour cela, l'idée, en fait, c'est que ce tableau-là, on vienne le copier-coller dans une nouvelle feuille avec de la mise en forme, des choses qu'on va vouloir intégrer, et quelque chose que je vous conseille de faire, en fait, ça va être de passer par un bloc-notes.
Voici le bloc-notes. Pourquoi utiliser un bloc-notes? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de retour à la ligne dans ChatGPT, c'est-à-dire que la touche Entrée sert à envoyer le message. Donc machinalement, en fait, on peut lui faire générer un code en appuyant sur Entrée sans faire exprès. On doit recopier-coller, remettre, continuer le code. Lui, il a déjà généré une partie du code. En fait, ça va venir un peu polluer la discussion qu'on a avec ChatGPT. Et comme je disais, ChatGPT prend en compte tout l'historique de la conversation. Alors normalement, il n'y a pas trop de soucis, mais encore une fois, c'est un peu moins propre, on vient un peu polluer comme je le disais. Donc il vaut mieux, selon moi, passer par un bloc-notes, on écrit le message, et une fois que c'est bon, on copie-colle dans ChatGPT. En tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, et ça va beaucoup mieux, en tout cas comme ça. De mon côté, j'ai l'habitude de beaucoup travailler avec, surtout pour la VBA, et franchement, je passe toujours par des bloc-notes pour réaliser les actions. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà écrit le message que je vais envoyer. Je vais juste l'expliquer un petit peu. Je commence directement par lui dire écris le code VBA Excel. Je lui annonce déjà la couleur. Je veux écrire du code VBA au langage VBA et sur Excel. Je lui dis que j'ai une feuille qui est nommée ChatGPT X Excel, c'est bien le cas, dans laquelle j'ai un tableau dans la plage I13 J18. Finalement, ça correspond au tableau qui est là, I13 J18. Ce tableau comporte des entêtes, je lui précise bien que là il y a mes entêtes, au cas où. Et en fait, parce qu'après je vais lui demander de remplir les entêtes. Donc je lui dis que ce tableau a des entêtes. Ça lui permet de savoir si oui ou non il a pris les bonnes données ou s'il doit adapter en prenant la ligne 12 du coup. Mais là ce n'est pas le cas puisque la ligne 13 ce sont les entêtes. Mais en tout cas maintenant il le sait. Ensuite, je lui dis, je veux réaliser les actions suivantes. Ça, pareil, c'est un conseil que je vous donne. Mettez bien ici des listes assez procédurières parce que du code, c'est assez procédurier. On fait une action, ensuite on en fait une autre, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment un bon moyen avec les tirets comme ça de venir écrire la demande. Ça évite de faire trop de phrases, ça va droit au but. Un verbe et l'action. Donc là, afficher, je pourrais même afficher police en tête bleu foncé. Je pourrais juste écrire comme ça. Voilà, on va pas en arriver jusque-là. Afficher la police des entêtes en bleu foncé, c'est assez, pas besoin de faire des phrases du style « J'aimerais que tu m'affiches la police de mes entêtes en bleu foncé, avec des nuances de couleurs, mes entêtes s'appellent élèves... » Non, tout ça, il n'y a pas besoin. Pas besoin de lui dire comment s'appellent les entêtes ici, parce que il comprendra que les entêtes sont en ligne 13, en colonne I et J. Pas besoin d'aller lui donner les noms qu'il y a dedans. Si on lui donne vraiment ces noms-là, c'est qu'on doit interagir avec les noms de colonnes, soit pour les changer, soit pour les déplacer, soit pour je ne sais pas quelle action, mais en tout cas parce qu'on veut interagir avec. Là, ce n'est pas le cas. Pas besoin de venir lui préciser. On dit juste afficher la police des entêtes en bleu foncé, afficher afficher le remplissage des entêtes en bleu clair. On va venir copier-coller le tableau dans une nouvelle feuille qui devra s'appeler Excel VBA. Je lui ai dit qu'il doit créer la feuille. Les bordures du tableau doivent être en rouge. Alors je fais exprès de mettre des trucs un petit peu fantasy pour montrer que on a vraiment une liberté dans ce qu'on peut demander. La dernière chose, c'est insérer une forme rectangle à bord arrondi pour venir entourer le tableau qui sera copié-collé dans une nouvelle feuille. Bien sûr, la forme doit être sans remplissage, afin de voir les données, et la bordure de cette forme doit être vert et d'une épaisseur conséquente. Dans la nouvelle feuille, le tableau doit être collé en cellule G12. Pourquoi G12? Parce que c'est à peu près, on va dire, au milieu de ma feuille, et en fait, l'histoire de la feuille, je veux qu'il m'insère en fait directement cette forme-là, comme ça, grosso modo comme ça. Donc là, forcément, on voit plus rien, mais s'il ne met pas de remplissage, alors on voit à l'intérieur. Et je lui demande que ce soit vert et d'une épaisseur conséquente, donc il va peut-être choisir une épaisseur comme ça. L'idée, c'est que ça ressemble à ça, en fait, au final. Mais, à voir si ça fonctionne. Peut-être qu'on devra lui demander de faire des ajustements. Me voici dans ChatGPT, et je vais venir coller le message que j'ai écrit dans mon bloc-notes, et je vais envoyer. On va attendre qu'il nous réponde, et en fait, directement, là, il vient de nous créer le code VBA. Et donc là, il est en train d'écrire... On va attendre qu'il génère l'entièreté du code. Donc si on commence à lire, vous voyez, définir la feuille source et la place du tableau, créer une nouvelle feuille nommée Excel VBA, copier le tableau dans la nouvelle feuille à partir de G12, référencer la nouvelle place du tableau, appliquer le formatage, etc., etc. En fait, il vient appliquer tout ce qu'on est en train de faire, vraiment, on va dire, de manière très procédurier. Donc là, le code est terminé. On voit que c'est tout ça. Et là, il nous dit explication. Création de la nouvelle feuille, ça n'existe pas. Ça, on s'en fiche. Tu peux exécuter cette macro pour effectuer toutes les actions demandées.
Donc là, ça c'est fait. Et là, il manque juste un petit truc, c'est que quand on ne connaît pas la VBA, on ne sait pas où il faut insérer. Où dois-je placer ce code? Personnellement, je saurais où le placer, mais je pars du principe que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sache pas comment faire. Donc voilà, là il va nous dire maintenant ce qu'on doit faire pour aller coller en fait ce code. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui demander d'ajouter des choses, d'expliquer, il va tout vous montrer. Là, il a carrément sorti une procédure en 6 étapes pour venir coller notre code. Donc alors, ici, il nous dit, ouvrez votre fichier Excel, ok, et allez dans l'éditeur. Donc là, Alt plus F11. Je vais exécuter le raccourci, Alt F11. Ok, très bien, ça m'a ouvert cette feuille-là, automatiquement. Ensuite, dans l'éditeur VBA, cliquez sur Insertion. Donc là, il y a Insertion, et dans Module. Hop. Dans cela, crée un nouveau module. Une fois le module créé, là, il faut coller le code. Donc ok, je vais copier le code, et je vais le coller juste ici. Donc là, j'ai collé tout le code qui m'a généré. Et appuyer sur Alt plus Q pour fermer l'éditeur et revenir à Excel. Donc là, Alt plus Q. Ok, ça me l'a fermé. Très bien. Dans Excel, appuyez sur Alt plus F8 pour ouvrir la fenêtre des macros. Alt F8. Dans la liste, sélectionnez un macro, copier. Tac, et là, je vais faire exécuter. Et donc là, ça me l'a bien exécuté. Et puis finalement, en fait, il a tout fait ce que je voulais faire. Il m'a bien mis mes en-têtes en bleu clair, la police en bleu foncé, ça s'est entouré en vert. Et là, je vois qu'il y a des problèmes. Je vois que j'ai un hashtag calque et des hashtags div. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui dire le tableau qui a été copié présente des erreurs. Donc là, on lui précise lesquelles. Hashtag calque et hashtag div0. Je veux copier uniquement les valeurs et non les formules. Adapte le code en conséquence. Donc là, à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est lui dire le tableau qui a été copié présente des erreurs. On lui précise quoi? Ça permet déjà un peu qu'il se repère. Je veux copier uniquement les valeurs et non les formules. On voit que dedans, il y a des formules. Donc là, on lui précise qu'on ne veut pas de ça, on veut uniquement les valeurs. Et après, on lui dit adapte le code en conséquence, on lui dit quoi faire, on envoie. Et là, voilà. Le code mis à jour. Il va venir le recopier. Normalement, si on a bien retenu la leçon, on fait Alt F11 pour réouvrir cet onglet-là. On va attendre qu'il finisse l'entièreté. Je vois qu'il est en train de tout recopier, ce qui fait que, en attendant, je peux venir supprimer le code. On va venir remplacer l'entièreté du code, parce qu'il le réécrit entièrement. Il se peut par contre que quand le code est ultra long, sur des centaines de lignes, ils viennent en fait réécrire uniquement les bouts qui changent, et il va vous dire telle partie ça n'a pas changé, alors voilà, t'y touches pas et tu t'arranges dans tes copier-coller. Et ça c'est un petit peu chiant puisqu'il faut bien se repérer, et c'est pas évident. Donc du coup, là ça va, il n'y a pas beaucoup de code, il nous le réécrit en entier. Donc je viens tout remettre. Alors c'était Alt plus Q, ça vient éteindre, et Alt après F8, et je viens exécuter. Cette fois-ci c'est bon, on a bien Jean... tout le tableau qui a été mis sans les formules, avec la moyenne générale. On a bien la forme avec des bordures conséquentes qui s'affichent en vert autour. Et franchement, c'était une demande qui était assez ambiguë. Et vous voyez, on peut vraiment venir combiner des choses qui n'ont pas forcément de sens. Ici, c'était vraiment pour l'exemple, mais c'est pour vraiment montrer que peu importe ce qu'on lui demande, quasiment tout est possible. Et dites-vous bien que quasiment tout ce qui existe dans Excel, la VBA peut le faire. Il y a des options pour décocher. Je vais prendre juste pour vous dire, là, dans l'affichage, des fois on retire le quadrillage, il y a une fonction VBA qui permet de le faire. La barre de formule, on la retire, il y a une fonction VBA qui permet de le faire. Idem pour les en-têtes. Enfin bref, tout ce qu'il y a dans Excel, quasiment, en termes d'options, elles sont un peu convertissables, si je puis dire, au langage VBA. Et donc, ne vous limitez pas, dans le pire des cas, le code ne pourra pas se générer, vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible de le faire, et vous revoyez votre copie à la baisse. Et puis, mais sinon, je suis quasiment sûr, dans 95% des cas, ce que vous voulez demander est possible de faire. Cette formation gratuite
d'utilisation de ChatGPT avec Excel touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça. On y répondra avec grand plaisir. Vous avez également à l'écran nos contacts qui s'affichent. Donc là, vous avez notre site internet, notre numéro et notre mail. Vous pouvez nous contacter si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez aller plus loin dans vos démarches. Vous pouvez venir vous former chez Morpheus Formation. On délivre des formations Excel sur mesure, on s'adapte à votre besoin, et si vous avez besoin d'un module ChatGPT par exemple, puisque c'est le cadre de la vidéo, à inclure dans votre formation, c'est tout à fait possible. Alors n'hésitez pas à nous contacter via les contacts qui sont juste là, et puis si vous voulez témoigner votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Morpheus Formation, à liker cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt.